Salut à tous. À 3h du matin, alors que la majeure partie du monde dormait, une seule frappe aérienne israélienne a touché la ville portuaire de Bandar Abbas, en Iran. Et au lever du soleil, l'homme qui avait étranglé l'artère pétrolière la plus importante du monde était mort. La plupart des gens ont vu le titre, l'ont fait défiler, puis ont continué leur journée. C'était une erreur. Parce que ce qui s'est produit à Bandar Abbas le 26 mars 2026 n'était pas seulement une opération militaire, c'était le moment où l'ordre énergétique mondial, tel qu'il existait depuis les années 1970, s'est fissuré. Et ces fissures ne se referment pas. Son nom était Ali Reza Tangziri. Il était le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Il avait été nommé à ce poste par le guide suprême iranien Ali Khamenei en août 2018. Et au cours des 8 années suivantes, il avait construit quelque chose de réellement dangereux. Pas une marine traditionnelle, pas une flotte conçue pour gagner des batailles navales contre d'autres marines, mais une machine de guerre asymétrique, de précision, conçue spécifiquement pour menacer, harceler et, si nécessaire, fermer complètement la voie maritime la plus étroite et la plus critique sur le plan économique de la planète. Il a supervisé le développement de milliers de missiles et de mines navales. Il a défendu l'expansion des capacités iraniennes de guerre par drone en mer. En février 2025, il a dévoilé le premier porte-drone iranien, un navire commercial converti, qu'il a décrit comme le plus grand projet militaire naval de l'histoire de la République islamique. Il n'était pas une figure symbolique, il était l'architecte d'une doctrine. Et pendant les plusieurs mois qui ont précédé sa mort, il était personnellement stationné à Bandar Abbas, dirigeant personnellement le blocus du détroit d'Ormuz, ce passage étroit de 20 et 1 mille par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial total. Le même homme qui publiait des mises à jour sur les réseaux sociaux à propos des navires autorisés à passer et de ceux qui étaient refoulés. Le même homme qui avait placé des mines navales dans des voies de navigation internationale, le même homme qui avait menacé d'incendier tout navire tentant de traverser sans l'autorisation iranienne. Le même homme qui, quelques semaines seulement avant d'être tué, avait publiquement averti que les installations pétrolières américaines dans la région étaient désormais des cibles militaires légitimes, que sa liste était mise à jour et que ses forces étaient prêtes. Le 26 mars 2026, cet homme était mort. Les forces de défense israéliennes ont confirmé que la frappe avait eu lieu à 3h du matin, heure locale, alors que Tangziri rencontrait ses principaux responsables navals à Bandar Abbas. En plus de Tangziri, la frappe a tué le chef du renseignement de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, Behnam Rezaï, ainsi que ce que des responsables israéliens de la défense ont décrit comme l'ensemble de la haute direction de cette marine, éliminée en une seule opération. Israël a parlé d'une opération précise et létale. Benyamin Netanyahou est apparu devant les caméras quelques heures plus tard et a déclaré que cet homme avait beaucoup de sang sur les mains et qu'il était celui qui avait dirigé la fermeture du détroit d'Ormuz. L'amiral américain Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a affirmé que cet assassinat rendait la région plus sûre. Ce que personne n'a dit à voix haute, mais que les données allaient confirmer dans les jours suivants, c'est que le blocus continuait, malgré tout. Dans l'univers des messages pro-Trump, c'est généralement le moment où une crise est rebaptisée tournée de victoire, de préférence avant que quelqu'un vérifie si le blocus a réellement pris fin. Pour comprendre pourquoi ce moment change tout, il faut comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz et ce qu'il n'est pas. La plupart des gens pensent à Ormuz comme à une route pétrolière. C'est exact, mais dangereusement incomplet. Le détroit mesure 34 km de large à son point le plus étroit, formant une voie maritime entre l'Iran au nord et Oman au sud. Avant la guerre, environ 20 à 20, 5% de l'ensemble du commerce mondial de pétrole transporté par mer y passait chaque jour. Cela représente approximativement 20 millions de barils de pétrole par jour, principalement en provenance de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak et du Qatar, avec 84% de ses exportations destinées au marché asiatique. La Chine reçoit un tiers de tout son pétrole importé par ce passage, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous en dépendent de façon critique, mais le pétrole n'est que le début. 20%
du commerce mondial de gaz naturel liquéfié transite également par Hormuz, presque entièrement en provenance de l'installation qatari de South Pars, qui est la plus grande opération de gaz naturel liquéfié sur Terre. Environ 30% des engrais échangés à l'échelle internationale, notamment l'urée, l'ammoniac et les phosphates, passent par le détroit. Un tiers du commerce mondial de méthanol, transporté par mer et transit. Près de la moitié des exportations mondiales de soufre viennent de cette région. Le Golfe est aussi un grand producteur d'hélium, d'aluminium et de coke de pétrole qui sert de principale matière première au graphite synthétique utilisé dans les batteries de véhicules électriques. Quand on ferme Hormuz, on ne coupe pas seulement le pétrole. On coupe simultanément les chaînes d'approvisionnement de l'alimentation, de la fabrication, des technologies d'énergie propre et des produits chimiques industriels. C'est ce que l'économie mondiale a découvert à ses dépens à partir du 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé leur campagne aérienne coordonnée contre l'Iran. Dans les premières heures de ces frappes, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été assassiné et l'armée iranienne a immédiatement activé ce qu'elle préparait depuis des années. Elle a fermé le détroit d'Ormuz. Le corps des gardiens de la révolution islamique a transmis des avertissements par radio VHF à tous les navires dans la zone. Aucun navire n'est autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. La Royal Navy britannique a reconnu que cette fermeture n'était pas juridiquement contraignante en droit international, mais elle a aussi clairement indiqué que la sécurité ne pouvait être garantie pour aucun navire tentant le transit. Une à une, les compagnies maritimes ont suspendu toutes leurs opérations dans le détroit. Les assureurs ont retiré la couverture des risques de guerre le 5 mars, rendant économiquement impossible pour la plupart des armateurs toute tentative de passage. En quelques jours, des pétroliers qui étaient déjà en route se sont tout simplement immobilisés en mer, ancrés au large d'Oman et des Émirats arabes unis, dans l'attente d'une situation qui ne montrait aucun signe de résolution. La réaction des marchés a été immédiate et brutale. Le Brent a bondi de plus de 60% par rapport à ses niveaux d'avant-guerre en quelques semaines. À la mi-mars, le pétrole se négociait au-dessus de $100 le baril. Les marchés à terme intégraient des scénarios où le pétrole pouvait atteindre 106, 132, voire potentiellement $200 le baril si la fermeture se prolongeait sur plusieurs trimestres. Apparemment, même le marché a refusé d'accepter la version de conférence de presse selon laquelle tout est sous contrôle. Simplement parce que quelqu'un l'a dit assez fort. La Federal Reserve Bank of Dallas a fait les calculs et publié les résultats. Un seul trimestre de fermeture d'Ormuz suffisait à faire monter le prix du pétrole WTI à environ $98 le baril et à réduire la croissance du PIB mondial de 2,9 points de pourcentage en rythme annualisé. Si la fermeture persistait pendant 3 trimestres, le modèle montrait le WTI atteignant $132 d'ici la fin de l'année et la croissance du PIB mondial chutant de 1,3 points de pourcentage sur l'ensemble de l'année. Ce ne sont pas de simples fluctuations économiques, ce sont des chocs de niveau récession. Quelque part dans le style de briefage favorable à Trump, une perte de 2,9 points de croissance mondiale pourrait probablement encore être appelée pression formidable, comme si les adjectifs pouvaient remplir les pétroliers. Mais la cascade économique, elle est bien au-delà du prix du pétrole. Et c'est la partie que la plupart des couvertures médiatiques ont largement sous-estimée. Le Qatar, qui exploite l'installation de South Pars, la plus grande installation de gaz naturel liquéfié au monde, a déclaré la force majeure sur tous ses contrats d'exportation dans les premières semaines de la fermeture. Il s'agit d'une déclaration juridique selon laquelle le Qatar ne pouvait plus remplir ses obligations contractuelles envers tous les acheteurs de gaz naturel liquéfié dans le monde, non pas par choix, mais parce que l'infrastructure physique permettant d'exporter ce gaz était inaccessible. Des parties de l'installation de South Pars avaient déjà été endommagées par des frappes de missiles et Qatar Energy a publiquement averti que les réparations pourraient prendre jusqu'à 5 ans. Des pays d'Asie et d'Europe qui avaient signé des contrats d'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié avec le Qatar se sont soudainement retrouvés sans approvisionnement. Le Japon a commencé à libérer 80 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques, soit l'équivalent de 15 jours de consommation intérieure, simplement pour maintenir son économie en marche
Les prix du gaz naturel européen ont grimpé de plus de 70% par rapport à leur niveau d'avant-guerre. Les prix des engrais ont bondi de 50% en quelques semaines après la fermeture. Ce n'est pas une statistique économique abstraite. Les engrais, c'est ce qui permet de produire la nourriture. Les prix de l'urée, du phosphate diammonique, de l'ammoniac, tous ont flambé simultanément pendant la saison des semis de printemps dans l'hémisphère nord, exactement au moment où les agriculteurs aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Asie du Sud-Est avaient besoin d'appliquer ces intrants dans leurs champs. Des économistes et des analystes de la sécurité alimentaire ont commencé à avertir que la réduction des semis et la baisse des rendements en 2026 pourraient pousser les prix alimentaires mondiaux encore plus haut en 2027. Contrairement au pétrole, il n'existe pas de réserve stratégique internationale coordonnée pour les engrais. Il n'y a pas d'équivalent de l'Agence internationale de l'énergie pour les engrais. Quand cet approvisionnement est perturbé, il n'existe aucun mécanisme tampon. Les États du Golfe eux-mêmes ont fait face à une crise d'un tout autre ordre. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et Oman importent plus de 70% de leurs calories alimentaires par le détroit d'Ormuz. À la mi-mars, les rayons d'épicerie dans plusieurs villes du Golfe montraient des pénuries visibles. La production pétrolière du Koweït et de l'Irak avait été réduite de 6-7 millions de barils par jour parce que les capacités de stockage régionales se remplissaient et qu'il n'y avait nulle part où envoyer le pétrole puisque la route de sortie était bloquée. Au 12 mars, la réduction collective de production pétrolière chez les 4 grands producteurs du Golfe avait atteint au moins 10 millions de barils par jour, créant ce que les analystes ont appelé une urgence d'approvisionnement alimentaire dans les États du Conseil de coopération du Golfe, avec la majorité de leur apport calorique exposé à un risque réel de perturbation. Les compagnies aériennes détournaient leurs vols autour de toute la région du Moyen-Orient, ajoutant des heures au trajet, faisant grimper les coûts du carburant et comprimant des marges déjà minces dans l'industrie aérienne. Plusieurs grands aéroports régionaux qui gèrent collectivement environ 15% du trafic aérien mondial avaient été effectivement fermés ou gravement perturbés. Plus de 220 000 ressortissants indiens ont dû être rapatriés depuis la seule région du Golfe. Des travailleurs étrangers de dizaines de pays étaient évacués. Dubaï, qui avait passé 2 décennies à construire son identité comme la ville la plus stable et la plus cosmopolite du monde, voyait des analystes conclure publiquement que la guerre avait fondamentalement remis en question la perception des villes du Golfe comme destination sûre et durable pour les travailleurs migrants. Le PDG de Vitol a déclaré en avril que 1 milliard de barils de production pétrolière totale seraient perdus à cause de la guerre, les pertes se situant déjà à ce moment-là entre 600 et 700 millions de barils. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a décrit la situation comme le plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Pas le plus grand défi de l'histoire récente, mais de toute l'histoire connue. C'est le genre de phrase qu'aucun slogan de campagne ne peut réduire en autocollant de pare-choc, même si la tentative serait probablement faite quand même. Voilà le monde qu'Ali Reza Tangshiri gérait depuis sa base de Bandar Abbas. Il ne dirigeait pas seulement une opération militaire, il était fonctionnellement le contrôleur opérationnel d'une arme économique de destruction massive. Et Israël l'a tué au milieu de la nuit, alors qu'il était assis en réunion avec son état-major. La question que tout analyste stratégique se posait dans les heures et les jours suivants, la frappe était simple mais cruciale. Est-ce que tuer Tangshiri change réellement quelque chose sur le terrain ? La réponse était compliquée et cette complication dit tout. À court terme, le blocus ne s'est pas brisé. L'Iran a confirmé la mort de Tangshiri le 30 mars, 4 jours après la frappe, par une reconnaissance officielle différée. Et dans cette même fenêtre, les forces navales iraniennes restantes ont maintenu le blocus sans aucun signe visible d'hésitation ou de désorganisation. Le lendemain de l'assassinat, l'Iran a réussi à bloquer 2 navires chinois qui tentaient d'entrer dans le détroit. Le corps des gardiens de la révolution islamique a réaffirmé publiquement son plein contrôle sur la voie maritime. La doctrine était déjà intégrée dans la force.
Les mines étaient déjà dans l'eau. Les vedettes rapides d'attaque étaient déjà positionnées à leur poste. Les systèmes de drones étaient déjà opérationnels. Tang Siri avait construit quelque chose qui possédait sa propre dynamique institutionnelle au-delà d'un seul individu. Mais c'est ici que l'analyse stratégique devient intéressante et que la réponse ne se résume pas à dire que la frappe a échoué. Tang Siri dirigeait la marine du corps des gardiens de la révolution islamique depuis 2018. Il avait passé 8 ans à construire un type de force très particulier, une force fondée sur des tactiques asymétriques, des réseaux de commandement personnel et une flexibilité doctrinale qu'aucun manuel ne peut enseigner. Il a recruté le personnel qui savait comment utiliser des essaims de vedettes rapides contre de grands navires dans des voies maritimes confinées. Il a formé les opérateurs de drones. Il a développé des protocoles avancés pour miner un détroit tout en maintenant simultanément un passage sélectif pour les navires approuvés. Il a construit les réseaux de renseignement qui alimentaient l'information sur les navires considérés comme légitimes et ceux qui étaient liés à des intérêts américains ou israéliens. Il a bâti l'architecture de communication qui permettait à un blocus naval distribué de fonctionner en temps réel sur une voie maritime de 34 km sous surveillance ennemie active. Ce type de savoir institutionnel ne se transmet pas à un remplaçant du jour au lendemain. Les systèmes et le matériel sont restés en place après sa mort. Mais la couche de coordination humaine expérimentée, les commandants qui avaient des années de pratique de ce manuel opérationnel précis en conditions de combat actif, a été éliminée par une seule frappe à 3 heures du matin. Comme les analystes l'ont décrit sans détour, le modèle de dissuasion iranien dépendait entièrement de la crédibilité de sa capacité à exécuter rapidement et efficacement la fermeture d'Ormuz. La crédibilité, c'est pas seulement le matériel. La crédibilité, c'est la compétence démontrée. Et la compétence démontrée exige un leadership expérimenté, éprouvé au combat. La frappe n'a pas supprimé la capacité iranienne en une seule nuit. Elle a retiré la certitude que cette capacité fonctionnerait avec la même précision et la même coordination qu'elle avait démontrée sous le commandement direct de Tang Siri. Cette incertitude, cette introduction du doute dans l'outil de levier le plus puissant de l'Iran est en soi une forme de dommage stratégique. Pendant ce temps, l'escalade américaine et israélienne se poursuivait sur une trajectoire parallèle qui redessinait le paysage géopolitique en temps réel. Le 17 mars, le commandement central des États-Unis a annoncé avoir déployé des munitions pénétrantes GBU, 72 de 5000 livres pour détruire des silos de missiles souterrains le long de la côte iranienne, près du détroit. Ces bunkers étaient l'endroit où les missiles de croisière et les missiles antinavires iraniens étaient stockés dans des installations souterraines renforcées. Le 19 mars, les États-Unis ont annoncé que des avions Addix Thunderbolt et des hélicoptères d'attaque Apache étaient déployés spécifiquement pour frapper les vedettes rapides d'attaque iraniennes et intercepter les attaques de drones à sens unique. Le 13 avril, après l'échec des pourparlers de paix d'Islamabad, les États-Unis ont officiellement imposé un blocus naval sur tous les ports iraniens, créant ce que les analystes ont immédiatement appelé un double blocus. L'Iran bloquait les navires passant par le détroit, les États-Unis bloquaient les navires à destination ou en provenance des ports iraniens. Le 23 avril, Trump a ordonné à la marine américaine de détruire tout navire iranien surpris en train de poser activement des mines dans le détroit d'Ormuz. C'était le genre d'escalade que les éléments de langage pro-Trump pouvaient présenter comme décisive, jusqu'au moment où la carte rappelait à tout le monde que la géographie n'applaudit pas en conférence de presse. Les conséquences géopolitiques se sont propagées simultanément dans toutes les directions. La plupart des alliés de l'OTAN ont refusé d'engager des forces militaires pour rouvrir le détroit. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon ont tous formellement décliné les demandes de soutien militaire de Trump. Pour un style de Maison-Blanche construit sur les tests de loyauté, voir des alliés décliner l'invitation à patrouiller un corridor pétrolier miné n'était pas exactement l'image d'affiche rêvée.
Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe s'est présenté à une conférence de presse à Riyad et a publiquement accusé l'Iran de faire payer les navires pour un passage sécurisé dans le détroit, opérant essentiellement un racket de protection sur le corridor énergétique le plus critique du monde, et il a qualifié cela de violation directe du droit de la mer des Nations Unies. Le Pakistan, l'Égypte et la Turquie sont devenus les principaux intermédiaires diplomatiques entre Washington et Téhéran. L'Inde a reçu une dérogation d'urgence de 30 jours du Trésor américain pour acheter des cargaisons de pétrole russe bloquées, simplement afin de stabiliser son marché intérieur du carburant. Le Myanmar a limité l'usage des véhicules privés à 1 jour sur 2. Le Népal a réduit de moitié les recharges de gaz de pétrole liquéfié pour les ménages afin d'étirer ses réserves nationales. Les Philippines ont déclaré une urgence énergétique nationale. Le monde n'avait rien vu de tel depuis l'embargo pétrolier de 1973. La comparaison n'était pas rhétorique. Un haut stratège du Carlyle Group a déclaré publiquement que l'ampleur du choc d'approvisionnement provenant du Golfe pourrait rivaliser avec l'embargo qui a redessiné tout l'ordre économique mondial il y a 5 décennies, et que le monde allait se voir imposer la transition énergétique d'une façon très douloureuse et très rapide. Parce que la demande mondiale allait tout simplement devoir chuter pour correspondre à une offre qui avait été physiquement retirée du marché. La directrice de l'Organisation mondiale du commerce a déclaré dans une allocution publique que l'ordre d'après-guerre avait été irrévocablement changé. Cette expression irrévocablement changée est la chose la plus importante dite par un responsable officiel durant toute cette crise. Et elle doit être comprise avec précision. Parce que ce que l'assassinat de Tang Xiri a fait, combiné à tout ce qui l'a précédé et suivi, c'est forcer enfin le monde à affronter une question qu'il évitait depuis 50 ans. Aucun slogan ne se pose proprement sur ce genre de dégâts, peu importe avec quelle assurance il est lancé derrière un pupitre. Que se passe-t-il si Hormuz ferme réellement? Pas dans un document de groupe de réflexion, pas dans une simulation de jeu de guerre, mais dans le monde réel, pendant de vraies semaines et de vrais mois, avec de vrais navires ancrés au large, de vrais rayons qui se vident et de vrais chiffres de PIB qui chutent en temps réel. Maintenant, ils le savent. Maintenant, tout le système mondial dispose de données empiriques sur la réponse. Et ce que ces données montrent est dévastateur. L'économie mondiale, telle qu'elle a été structurée depuis les crises énergétiques des années 1970, reposait sur une hypothèse fondamentale, que l'énergie du Golfe circulerait toujours librement par un passage de 20 et 1 000 dans le Golfe Persique. Cette hypothèse a maintenant été démontrée fausse, pas théoriquement, pas comme un risque à gérer dans une matrice de probabilité, mais comme une réalité géopolitique vécue qui a coûté au monde des centaines de millions de barils de pétrole, poussé les prix alimentaires vers un point de crise, déclenché des libérations de réserves stratégiques du Japon jusqu'aux États-Unis, et forcé le directeur de l'Agence internationale de l'énergie à employer un langage qu'aucun responsable de l'énergie n'avait jamais utilisé auparavant. Même après l'annonce d'un cessez-le-feu le 8 avril, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est resté très inférieur à ses niveaux d'avant-guerre. Les mines étaient encore en cours de déminage dans les voies de navigation. Les primes d'assurance contre les risques de guerre demeuraient élevées, rendant le passage économiquement pénible pour la plupart des compagnies maritimes commerciales. Les navires qui avaient passé des semaines ancrés au large devaient être physiquement inspectés et autorisés avant de reprendre leur route opérationnelle normale. L'installation qatari de gaz naturel liquéfié travaillait encore à des évaluations détaillées des dommages. La fermeture physique pourrait éventuellement être entièrement levée. Les dommages économiques pourraient éventuellement se résorber. Mais la fermeture psychologique, ou l'hypothèse incontestée selon laquelle Hormuz est toujours ouvert, toujours fiable, toujours simplement disponible comme infrastructure, a pris fin au matin du 26 mars 2026 dans une ville portuaire du sud de l'Iran, lorsqu'une seule frappe aérienne, à 3h du matin, a tué l'homme qui dirigeait le blocus le plus lourd de conséquences au monde. Et le blocus a continué sans lui, et le monde a continué d'en payer le prix. C'est la réaction en chaîne que personne n'avait pleinement simulée. Israël a tué le commandant. Le système a survécu. L'ordre mondial a absorbé le choc et a découvert qu'il était beaucoup plus fragile que quiconque en position de pouvoir ne voulait l'admettre publiquement. Et les architectes des 50 prochaines années de politique énergétique
d'infrastructures commerciales et de stratégie géopolitique se retrouvent maintenant avec une information qu'ils ne peuvent plus désapprendre. Pour le style pro-Trump de certitude instantanée, c'est le type de fait le plus dérangeant, celui qui continue d'exister après la fin de la ligne d'applaudissement. Le détroit peut être fermé, il a été fermé, et le monde a à peine tenu pendant qu'il l'était. Ce qui vient ensuite est réellement incertain, d'une manière qui met mal à l'aise les prévisionnistes professionnels. L'Iran contrôle encore le plus long littoral de tous les pays bordant le golfe Persique. Sa zone économique exclusive dans le golfe est presque 2 fois plus vaste que celle des pays suivants. Même avec Tangiri disparu, même avec la haute direction navale éliminée, même avec le blocus naval américain désormais en place sur les ports iraniens, la géographie physique n'a pas changé. L'Iran se trouve toujours sur la rive nord du goulot d'étranglement énergétique le plus critique du monde. Il possède encore des vedettes rapides d'attaque, il possède encore des drones, il possède encore des missiles dans les silos qui n'ont pas déjà été détruits, et il porte désormais un griffe institutionnel profond. L'assassinat de son commandant naval sera rappelé et, tôt ou tard, recevra une réponse. Le problème plus profond, celui qu'aucune frappe militaire ne peut résoudre, est structurel. Le détroit d'Ormuz est irremplaçable à court et moyen terme. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis disposent de routes pipelinières alternatives pouvant contourner le détroit, mais ces routes ont une capacité limitée et ne peuvent pas absorber le volume total qui transite normalement par Ormuz. Il n'existe pas de route alternative à grande échelle pour le gaz naturel liquéfié qatari. Il n'existe pas de corridor alternatif pour les engrais, le méthanol, le soufre, les produits chimiques industriels qui proviennent de cette région. Le monde a passé 5 décennies à construire une architecture énergétique et commerciale qui faisait passer tout par un passage de vin et un mille situé à côté d'un pays qui a maintenant démontré de façon concluante qu'il utilisera cette géographie comme une arme lorsqu'il sera suffisamment provoqué. Les analystes en politique énergétique, les planificateurs portuaires, les dirigeants du transport maritime et les stratèges gouvernementaux travaillent maintenant à partir d'une nouvelle hypothèse de base. Ormuz n'est pas une infrastructure garantie. C'est un territoire contesté. Et les implications de cette reclassification façonneront les décisions d'investissement, les architectures des chaînes d'approvisionnement et les alignements géopolitiques pour la prochaine génération. Les pays qui s'orientaient déjà vers la diversification énergétique accélèrent maintenant. Les pays qui avançaient lentement dans leur transition vers les énergies renouvelables font désormais face à une pression politique pour aller plus vite, parce que le coût de la dépendance à un seul goulot d'étranglement vulnérable a été rendu visible d'une manière qu'aucun document de politique publique n'aurait jamais pu produire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.